Dans une précédente vidéo, j'avais abordé vulgairement les effets de l'altitude sur notre organisme, comment on réagissait, comment on s'y adaptait, les effets avantageux, les effets délétères, bref, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil pour savoir exactement de quoi il en retourne, parce qu'aujourd'hui, on va approfondir un petit peu plus le sujet en s'attardant essentiellement sur les effets que peut avoir l'entraînement sur nos performances en trail running et dans tous les sports d'endurance en général. Est-ce que c'est indispensable lorsqu'on habite au niveau zéro d'aller s'entraîner en altitude? Et est-ce que les personnes qui vivent au-delà de 1500 mètres sont avantagées? Est-ce que c'est pas finalement une sorte de dopage naturel? Donc pour répondre à toutes ces questions, je vais recevoir de nouveau aujourd'hui Véronique Billat, professeur en physiologie, spécialisée dans l'effort d'endurance. Là aussi, je t'invite à aller visionner la vidéo que l'on a faite précédemment où elle se présente plus en détail. Elle aborde tout d'abord sa philosophie dans le sport et elle explique aussi le concept de l'entraînement à la sensation et la création de sa plateforme d'entraînement Billat Training. Allez, sans plus attendre, je rejoins Véronique Billat. C'est parti. Donc, salut Véronique, je te remercie une fois de plus de m'accorder un petit peu de ton temps pour répondre à ces quelques questions. J'ai conseillé aux personnes en introduction d'aller voir la précédente vidéo où tu expliques un peu plus en détail qui tu es, ton CV, ta philosophie par rapport au sport que tu pratiques et aussi le concept de l'entraînement à la sensation avec Billat Training et la plateforme que tu as créée. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus sur des questions un peu plus physiologiques qui ont un rapport avec l'altitude et les entraînements d'altitude. Et on va commencer directement, voilà, avec la première question. Est-ce que nous sommes tous égaux aux adaptations en altitude, à l'acclimatation? Et surtout, est-ce que les efforts d'endurance ont un impact? Et est-ce que tu as des exemples de profils à nous présenter différents qui réagissent bien ou pas? Alors, évidemment, on n'est pas tous, on n'est pas tous égaux devant l'altitude. Je dirais de la même façon que l'on n'est pas des répondeurs de la même façon à l'entraînement. Donc, c'est exactement la même chose. J'ai des exemples concrets. Moi-même, j'ai beaucoup fait d'altitude. Mont Blanc, on en reparlera. On réagit pas tous de la même façon. Il y a des études carrément qui disent, on pourra en mettre la liste à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin, comme on dit. Donc, des études qui ont pris des athlètes entraînés ou pas en altitude sur 5000 mètres. Bon, il y a clairement, il y avait 15 répondeurs et 17 répondeurs et 15 non-répondeurs. Donc, du genre, ils se sont entraînés. Les non-répondeurs, ils sont passés de 17-24, bon, c'était pas du haut niveau, hein, à 17-38 après le séjour en altitude de 28 jours. C'était un protocole Live High Training Low, on en reparlera des protocoles. Donc le truc le plus à la mode, c'est-à-dire de dormir en altitude au-dessus de 2500 mètres et de s'entraîner en bas pour pouvoir conserver les mêmes vitesses d'entraînement et ne pas se déconditionner musculairement, puisque c'est le principal facteur limitant, on le rappelle, du VO2. Souvent, le cardio il suit, il n'y a pas de problème. Le cœur, c'est un bon esclave, mais on craque musculairement et le VO2 max, il est plafonné uniquement parce que musculairement, on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'était des gens qui sont passés de 17 à 24 à 17-38, alors que les répondeurs, départ, même profil, on dit une population à parier, comme on dit, 17-16-34. Donc, après, entraînement en altitude, donc classique avec du fractionné, séance longue, etc. Les VO2 max, 64 1 à 64,4 chez les non-répondeurs et de 65 chez les répondeurs. Donc, on va dire facteur de puissance aérobie et d'endurance amélioré chez les répondeurs et pas du tout chez les... C'est une étude de 98 déjà, voyez, les papes de l'entraînement d'altitude qui sont les Américains Chapman, Strig, Gundersen et Levin. Donc, c'est Benjamin Levin qui est le pape de l'entraînement en altitude. Concrètement, moi, je me mets à la place des auditeurs que je salue. Alors comment savoir on va pas se payer un stage en altitude pour rien. Simplement, moi, ce que je conseille, c'est de faire une randonnée et d'aller faire des écrins, d'aller au-dessus de 1500 et dormir au refuge de l'APRA. Donc, moi, je dis aller dormir en altitude en refuge. Et si on dort mal, on commence à avoir mal à la tête et puis on n'a pas envie de prendre le petit déjeuner alors que d'habitude on aime bien le petit déj, c'est que c'est pas fait pour nous, quoi.
D'accord. Et Ok. moi, le mec, les gens, ils n'ont pas faim le matin. À 4000, on dort à 4000. Et ça, c'est un signe. Déjà, ça va être très dur pour eux de redescendre, hein. Le matin, ils n'avaient pas dormi, mal à la tête, etc. Donc ça, c'est le meilleur des tests. Partir en hypoxie aiguë, en altitude aiguë, on arrive de la plaine, on monte tout de suite au refuge. Donc, disons, on se met dans des conditions de fatigue physique, Mhm. supposées nous permettre de bien dormir. On se détend, on regarde pas les écrans, donc on se met dans toutes les conditions pour bien dormir, pour pas pouvoir imputer ça, le manque de sommeil, à autre chose qu'à l'altitude. Mhm. Et puis on se couche pas trop tôt parce que cool, alors c'est sûr on dort pas bien. Mhm. Donc on se fait une petite partie de tarot, quoi. On va dormir à 9h, 10h. Et puis là, si on dort pas, et si on n'a pas faim, voilà. C'est qu'il y a un souci. De toute façon, c'est pas grave, je vous console parce que la suite des questions va vous faire que vous n'allez pas regretter. Je fais un teaser, hein, mais bon, Allez, très bien, tu mets les gens en haleine, ça c'est parfait ça pour la alors, suite. restez jusqu'au bout, les non-répondeurs, parce que tu vois, j'apprends bien. C'est bien joué. Restez jusqu'au bout, les non-répondeurs, parce que de toute façon, vous allez avoir des trucs et astuces. Et puis j'en fais partie des non-répondeurs. Donc du coup. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a certaines marques de montres GPS qui proposent, tu sais, de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Et est-ce que c'est une donnée qui est intéressante pour l'effort d'endurance et surtout quand on est en altitude? C'est une donnée fondamentale, absolument nécessaire, puisque moi j'ai bien observé dans l'ascension, dans l'expédition Mont Blanc, dès qu'on demandait, dès qu'on voyait la SAO2 qui diminuait, j'étais avec des gens novices et pas novices, chez les non-novices, chez les novices, ça pouvait descendre à moins de 95 déjà. Il suffisait de dire à la personne ventile et ça remontait. Moi, je l'avais à distance sur mon téléphone. J'avais connecté des saturomètres, c'était déjà une paire d'années, mais j'avais déjà, ça n'existait pas les montres. Donc, j'avais fait en sorte que sur mon téléphone, j'ai la saturation de tout le monde. C'était des nounins qu'on mettait de référence pour pouvoir faire des publications scientifiques. Mhm. Et j'avais toutes les SAO2 de tout le monde. Et quand je voyais en direct que SAO2 baissait, je disais à la personne ventile et ça remontait. Et effectivement, on verra quelle attitude adopter justement pour éviter la désaturation. D'accord. C'est fondamental. Après, autre chose est de savoir si la valeur fonctionne. Parce que la problématique, c'est d'avoir suffisamment de circulation vasculaire jusqu'au bout des doigts. Et quand on est en altitude, souvent on a froid. Donc, je dirais que c'est valable si vous mettez bien au chaud le poignet pour que SAO2 puisse être fiable. Ouais, que ce soit pas. Le froid, c'est un facteur limitant à la mesure, en fait. Ah bah, oui, parce qu'en fait, on a moins de flux sanguin. Et en fait, c'est des mesures de lumière, de luminescence du sang, et donc qui est coloré différemment en fonction de la quantité d'oxygène. C'est étalonné dans des conditions normales. Et si on serre trop la montre, bon, il faut pas il y a la lumière qui passe, donc il faut la serrer selon les recommandations des fournisseurs. Mais en même temps, si on serre trop, il y a pas de bonne vascularisation. Bon, mais ok. Ça, c'était une bonne question parce que je m'en suis servi récemment. Et Quel modèle tu avais, toi? Non, rien, j'ai acheté un petit truc, un petit module qui se trouvait sur Amazon pour de saturomètre, tu vois. Je testais ça déjà en bas, en altitude, quand j'étais chez moi à Marseille. Et puis après, j'ai testé quand j'étais en montagne. Après, j'ai vite compris, c'est mon pote infirmier qui m'avait signalé qu'en fait, que le froid était un facteur limitant. Il me dit après, à un moment donné, comme le froid, il a du mal à faire arriver le flux sanguin au bout des extrémités, ben ça, la mesure va être faussée ou carrément, il va pas arriver à mesurer. Et c'est effectivement ce qui se passait. Par contre, des fois, il s'avère que quand je l'ai essayé ici, lorsque j'étais dans des efforts assez intenses, ça descendait beaucoup. J'en ai parlé à Florent. Je descendais à 93, 92. Voilà. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est oui, c'est tout à fait normal. L'Everest, au sommet de l'Everest, les gens ils sont à 50. C'est complètement proportionnel à l'altitude. Bon, là, c'est le truc, il faut pas trop rester longtemps. Ouais. C'est très dangereux. Donc, et quand ils enlèvent le max à oxygène, quand ils le remettent, ça leur fait gagner quelques centaines de mètres. C'est tout à fait le normal, pas souhaitable, parce que c'est un facteur limitant de VO2 max, parce que dans l'équation de VO2 max, il y a la fréquence cardiaque, le volume d'éjection sanguine, le débit cardiaque, donc. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la différence artério-veineuse en oxygène entre le contenu artériel qui arrive plein d'oxygène et le contenu veineux qui en ressort. Il faut qu'il y ait une bonne utilisation, donc une grosse différence. Donc déjà un bon apport d'oxygène au niveau des artérioles.
Et dans cette contenu artériel, il y a la saturation. Il y a la quantité d'hémoglobine, dont on va peut-être reparler par rapport à l'altitude, et qui est importante. Donc, la quantité d'hémoglobine, parce que c'est ce qui transporte l'oxygène. Et après, si tous les wagons de train, donc l'hémoglobine, les transporteurs, sont vides, sont désaturés en oxygène, ça sert à rien d'avoir de l'hémoglobine. Donc, en fait, c'est hyper important. Et donc, il y a tout un travail à faire. Il y a même des gens qui souffrent de cette désaturation en pleine. On a coutume c'est une publication qu'on appelle l'hypoxie induite par l'exercice. C'est quelque chose de tout à fait courant pour les athlètes de haut niveau qui sont pas limités musculairement au niveau de la puissance et qui là vont trouver une limite parce qu'ils ont moins de sensibilité au CO2, ils vont pas déclencher le seuil ventilatoire 2 comme on dit, qui est la mode en ce moment et du coup qui correspond au haut de la vitesse moyenne perçue. Et du coup ils vont pas hyperventiler, ils sont pas sensibles au CO2, ils vont tolérer un peu comme on tolère l'acide lactique. Ils vont passer outre, entre guillemets, les chémorécepteurs vont pas faire leur travail d'alerte et ils vont rester en hypoventilation. Et donc là, ils risquent de désaturer. C'est paradoxalement un facteur limitant des athlètes de haut niveau. Et c'est pour ça que on va trouver plus de gens, je dirais la baisse de performance va être plus vite atteinte. Même si on a un bon répondeur, pas de problème, mais là, on va perdre plus de VO2 max, plus de performance. Quand on a un athlète de niveau, on a vu des articles où il disait qu'à partir de 500 mètres d'altitude, chez les gens qui ont très, très haut niveau et qui ont tendance à avoir une moindre sensibilité à l'hypoxie, enfin voilà, ils ne vont pas déclencher la ventilation, ils vont être limités en VO2 max de façon plus rapide en altitude que les autres. Ouais. Donc quand on est de moins bon niveau, on est moins atteint et SAO2 baisse moins vite. Voilà, donc on peut se consoler comme ça. Du coup, ça répond à ma question. Justement, je me posais cette question. Pourquoi je désaturais beaucoup? Je désature beaucoup parce que tu deviens un athlète de haut niveau. Peut-être. Grâce à l'entraînement. C'est exactement ça. Parce que si tu montes haut dans les tours aussi, c'est ça. C'est sûr que tu ne vas pas désaturer si tu restes dans les zones faciles. Hein. Oui, tout à fait. Et il faut vraiment être dans le haut du moyen pour commencer à être dans la zone où il faudrait hyperventiler. Et si tu n'hyperventiles pas, tu en manque de CaO2. Il n'y a plus assez d'apport en oxygène. Allez, prochaine question du coup. On revient à ce que tu disais au début, c'est-à-dire ceux qui sont répondeurs, ceux qui ne le sont pas. Et est-ce que du coup, il y a un moyen en fait, de contrer ces effets pour les gens qui ne sont pas répondeurs, pour les personnes qui ont du mal à s'entraîner à l'altitude? Ça revient à la question, est-ce qu'on peut se passer d'altitude dans ces cas-là? Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut se passer de l'altitude pour s'entraîner? La problématique de l'altitude, c'est quoi en fait? C'est le mythe de l'altitude. Déjà, il est apparu au moment de Mexico. Il faut quand même recontextualiser les choses. On s'est posé la problématique un peu comme à Doha avec la chaleur. C'est-à-dire, à un moment donné, on doit faire face à une situation de préparation pour un cas extrême, un peu comme quand il y avait les Jeux Olympiques en Chine, au Japon, il y a des décalage horaire. Donc, dans ces cas-là, la science est au pied du mur. Et en 68, comment on allait faire pour se préparer pour Mexico à 2000 mètres avec en plus de la pollution. Donc à ce moment-là, on a construit Font Romeu. On avait pris une tuile à Rome, allé Mexico à fond, puis il y a eu plein de centres d'entraînement et c'était 1800 mètres. Alors déjà, c'était pas suffisant, on sait que c'était pas suffisant. Et encore une fois, c'était pour répondre à la question de faire une perf en altitude. D'accord. Donc là, effectivement, si on doit faire une perf en altitude, et qu'on n'est pas répondeur et qu'on peut pas aller en altitude, après je prendrai le cas où on doit faire une perf en pleine. La meilleure des façons, c'est de se mettre dans une situation d'hypoxie. Tout simplement, la meilleure des façons de se mettre en hypoxie, c'est d'aller plus haut que la puissance à VO2 max. Donc, de se mettre dans une situation de déficit d'oxygène, puisqu'en fait, l'altitude, c'est ça, c'est qu'on a une pression inspirée en oxygène qui est pas suffisante pour répondre à nos besoins d'exercice. Je rappelle que l'altitude, on a toujours la même quantité d'oxygène dans l'air. La qualité de l'air est toujours 20% d'oxygène, mais qu'il y a moins de pression barométrique. De toute façon, on doit faire face à l'altitude et il nous permet de nous adapter à un déficit. Notamment, ce qu'on va vivre quand on va faire une perf en altitude. Mais là, en l'occurrence, il suffit de se faire un déficit, à l'entraînement. Tout simplement, au lieu de monter la montagne, de monter la vitesse, d'accélérer. Si on fait les pyramides, déjà, on va se retrouver en haut de la pyramide quand on va monter dans les tours. On va même monter à 150%, 160%. La zone très dure, on est à peu près à 140% de la zone dure. Si on accepte d'aller là, on se crée un déficit d'oxygène et on va s'adapter de la même façon, exactement de la même façon
On va sécréter ce qu'on appelle les facteurs de transcription du gène, HIF, HIF alpha 1, hypoxie inducible factor, hein, qui est un facteur qui répond à l'hypoxie. Et il suffit de se créer une hypoxie d'entraînement parce qu'on va trop vite par rapport à notre VO2 max. Et c'est comme si on était en altitude, parce que ce qui compte, c'est de déclencher, c'est la genèse de ce facteur qui va induire immédiatement. Il n'y a même pas besoin d'acclimatation ni rien, parce que là, ce qui est intéressant dans l'altitude, c'est pas de faire de l'hémoglobine, ça rend le sang plus visqueux, plus de globules rouges, etc. Et puis, ça va nuire au débit cardiaque. Et en fait, on s'aperçoit que l'entraînement en altitude, il n'est pas forcément indispensable. Ce qu'il faut, c'est pouvoir s'entraîner à provoquer de l'hypoxie. Voilà, de l'hypoxie, parce qu'on va trop vite, par rapport à nos possibilités de VO2 max. Et il faut surtout pouvoir faire des pyramides, aller en pointe et tout de suite baisser la vitesse pour pouvoir réoxyder l'acide lactique, régénérer de la phosphocréatine, tout en restant à un niveau élevé de VO2. Et repartir tout de suite. Ne jamais rester, faire des montagnes. Finalement, ce qu'on retrouve dans les entraînements de BIA training que j'ai suivis, du coup, ces entraînements pyramidales où on monte très très haut dans les tours, où il faut redescendre très lentement. Et je peux le dire, on en souffre d'ailleurs. On sent ce manque. La descente, elle est très dure. Les décélérations, l'accélération se fait plutôt naturellement, mais les décélérations sont en souffrance, quoi. Alors même si après mentalement, on peut décrocher, on peut remarquer déjà les effets qui sont immédiats quand on est vraiment dans le haut, justement, comme tu en parles, on est vraiment en manque d'oxygène, et le fait de maintenir ce cap, ces allures, sont vraiment très, très difficiles. Et j'ai remarqué, de toute façon, dans tous les cas, qu'en altitude, mes allures, mes adaptations, bien qu'elles soient toujours un peu délicates, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Alors, l'intérêt de ce genre de situation, c'est que ça fait sécréter des facteurs de transcription comme l'altitude, et en plus, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus il y a 20 ans, et je me suis aperçue que j'étais pas du tout obsolète, parce que en fait on avait découvert que ces facteurs-là, on avait pris un altitrainer à un temps qu'on avait remplacé l'oxygène par l'azote. Alors c'était de l'hypoxie normobarique, parce qu'en fait la pression n'avait pas changé, donc on devait en plus lutter contre la pression ventilatoire, parce qu'en altitude c'est quand même plus léger, donc oui, bien sûr. Ça sert à rien d'entraîner les muscles ventilatoires, parce que de toute façon la pression est moins grande. Mais là on avait la double peine, moins d'oxygène et une pression quand même, une contre-pression importante. Et l'intérêt, donc le protocole, c'était 3500 mètres d'altitude. On s'entraînait à état stable maximum du lactate. Donc pour les personnes, c'était des gens entraînés 80% de leur VO2 max. Et on avait vu que ça faisait beaucoup de facteurs de transcription. Et tout de suite, on avait une augmentation de la vascularisation. Donc, et ce que je disais, c'est que la plupart des publications oublient de mesurer le volume d'éjection systolique à l'effort, parce que ça, c'est une technologie, notamment si on utilise une technique où on fait réinhaler du CO2 pour pouvoir mesurer le débit cardiaque, ça marche pas. Nous, on a une technique par impédance, c'est un fabricant que je salue encore, ça fait 20 ans qu'on utilise cette techno qui s'améliore, maintenant les appareils sont portables, ça s'appelle PhysioFlow, mais je dirais dans quelques temps, je pense que ce sera le truc de cardio-fréquence-mètre de demain. Nous, on a vérifié que le volume d'éjection systolique, il était plutôt augmenté grâce à cette angiogénèse favorisé par l'entraînement en altitude, mais en fait, comme je vous le disais, depuis on a évolué, on sait que maintenant il suffit de faire des entraînements plus intenses qu'à état stable max du lactate, parce qu'en plus, en altitude, on a tendance à se limiter au niveau des vitesses, parce que musculairement, ça ne suit pas. On a peur de se blesser, on est déshydraté parce qu'il y a moins d'oxygène, mais aussi il y a moins d'eau dans l'air. Donc, et si on dort moins bien, moins d'appétit, il y a vachement de risques. Je veux dire, moi, je serais un entraîneur de football, des gens qui, je ne prendrais pas le risque d'aller en altitude. Donc, finalement, pour résumer, pour répondre à la question que je t'ai posée au départ, s'entraîner en pyramide et vraiment aller au-delà de nos possibilités fait que on va chercher justement cette hypoxie qui va induire qui va reproduire un peu ces mêmes conditions qu'on pourrait avoir en altitude, et qui va nous créer en fait ces adaptations et contrer justement ces effets délétères qu'il y a en altitude. Alors après, moi je dirais qu'il n'y a pas que l'oxygène qui compte, hein. Quand on voit Kylian qui court comme un chamois et monter sur les skis quand il descend, c'est sûr que si tu es habitué à crapahuter dans les pierriers, etc., tu as le pied intelligent, ça remplace pas, même si tu fais des escaliers ou Bien sûr. Mais à part ça, moi je vois pas en altitude, bon, le plaisir de la montagne, attention, ça c'est sacré.
Mais physiologiquement parlant, je ne vois aucun avantage. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'hypoxie normobarique. Et en parlant de ça, je suppose que tu as déjà entendu parler de ces masques qui simulent l'altitude avec justement une limitation d'apport en oxygène. Est-ce que ce sont des masques qui marchent? Est-ce qu'il y a des effets réels là-dessus? Dans la littérature, tu sais, on a eu beaucoup de débats avec le Covid, des études de contrôle, etc. Mais je veux dire, non, il n'y a pas d'effet du tout significatif avec une étude sérieuse. Ouais. C'est purement commercial. C'est comme la tente hypoxico, hein, franchement. J'avais une maison à Autrans, j'ai vu débarquer chez moi pour un stage, j'étais morte de rire. Chez moi, la super chambre d'amis, on est correct. Les meubles viraient, tout ça, puis la tente, hop, montait la tente. Et puis, la nuit, ça sonnait, c'était réglé parce que ça montait trop en altitude, alors il y avait une alarme qui se déclenchait. Mais c'est un équipement qui coûte vachement cher en plus. Ouais, mais c'était une tête de haut niveau. Mais j'étais morte de rire parce que c'était n'importe quoi. C'était pas de la cuisine, parce que la cuisine, c'est beaucoup plus précis. Hein. Le chef, surtout la pâtisserie. Mais non, là, c'était trop. C'était sketch. Après, ce que j'aime bien, c'est la moyenne altitude. C'est genre Vercors, genre Jura, vraiment middle, parce que tu n'as pas la pollution, tu as l'intelligence du pied. Surtout dans le Vercors, au plateau, avec les Alpiens. Et puis, tu as tout, tu as la montagne avec tous ses plaisirs, ses avantages, sans avoir les inconvénients. Tu peux t'entraîner à plat, tu peux t'entraîner, tu vois, les plateaux, c'est quand même l'idéal. Que tu peux faire du plat, d'accélération. Parce que le problème de l'entraînement en altitude, c'est quand tu vas trop en montagne, en fait, limite, tu montes, tu as une foulée qui se rétrécit, tu as la poulaine, tu sais, la trajectoire de la cheville autour de la hanche, qui est une patate. Voilà, et tu n'allonges pas du tout. Et on voit des gens à Sierzinal, ils marchent. Après, tu marches. Tu sais plus courir en montagne. Dès que la pente elle est un peu trop forte, et du coup, tu peux plus rebondir. Tu passes à un mode de marche où tu forces musculairement, tu as les ischios et tout. Alors que de rebondir comme un animal, même en montée, c'est bien, mais ça, tu peux l'apprendre parce que tu es habitué à courir tout terrain et monter, descente à l'africaine, quoi. Les gens, ils se prennent la tête. Tu m'as parlé de la mesure de la SAO2. Il faut pas non plus avoir le nez collé là-dessus. Parce que moi, ce qui me gêne avec toutes ces métriques scientifiques, ça, c'est important. On vérifie ça, c'est chez nos clients, ce qui se passe quand ils sont à facile, moyen, dur, très dur. On est juste là pour les réassurer de la fiabilité de leurs sensations par rapport à des métriques. Mais après, l'idée, c'est de s'en passer, d'être libéré de ça. Et je dirais que il y a une autre métrique qui rend les gens un peu en ce moment obsessionnels et qui fait couler l'encre, c'est le temps d'appui au sol. Ça, c'est le temps d'appui au sol. En fait, il est inféodé à la fréquence de foulée. Et pour revenir à ce que tu disais, il faut pas oublier que l'être humain, entre 10 et 20 à l'heure, il garde toujours la même cadence. Donc, je reviens à l'altitude. C'est-à-dire que si tu vas pas au-delà de 20 km/h, de toute façon, tu es toujours calé à 1,5 Hz. Si tu t'obliges à changer tes temps d'appui au sol, donc à changer la cadence, comme dans les braquets, en vélo, en course à pied, c'est complètement défavorable. Tu risques de te blesser parce que la longueur, le muscle est régi par une loi tension-longueur, force-vitesse. Et ça veut dire, effectivement, je reviens à ce que tu dis, ça veut dire que pour pouvoir avoir une foulée qui va s'allonger, vraiment, ou qui va augmenter en cadence, pour pouvoir bouger ta cadence et tes temps d'appui au sol, si tu le veux, il faut courir plus vite, au-delà de 20 km/h. Sinon, tu restes toujours en cadence. Et l'être humain augmente sa vitesse entre 10 et 20 uniquement en allongeant la foulée. Et après, on a tout allongé en même temps. Et la foulée, si tu veux habituer ton corps à augmenter à la fois la cadence et l'amplitude, il faut aller au-delà de 20 à l'heure, d'où la nécessité de courir à plat. Donc, si tu veux, il faut pas oublier que, en fait, pour faire une perf, il faut pas dissocier les aspects oxygène, masque, ventilation. On n'est pas des bouts de morceaux. On est une course, c'est global, quoi. Donc, si tu t'intéresses à un truc, il faut pas détériorer l'autre. Et l'aspect primordial pour les gens actuellement, un état d'entraînement tel que dont tu t'occupes de tes auditeurs, c'est quand même notre facteur limitant, c'est quand même la puissance musculaire. J'ai encore une fois la fréquence cardiaque, elle va suivre, hein, sauf si t'es cardiaque. Bon. Et donc la ventilation aussi, sauf si t'es un athlète de haut niveau là pour le coup, donc tu vas pas ventiler assez. Voilà. Et de toute façon, la puissance musculaire, c'est vraiment le concept de biatraining. C'est d'abord la sensation et la puissance musculaire. C'est vraiment les fondamentaux de biatraining. Ouais, c'est vrai maintenant que tu le dis, parce que moi j'ai tendance à oublier. En fait, j'essaye de pas rester dans mes idées, tu vois.
Mais en fait, les deux choses importantes, c'est la réserve de puissance. Et cette réserve de puissance, à travailler dans tous les registres d'intensité et justement se libérer, aller dans la sensation d'aller dans le sprint maximum, de pas pouvoir faire plus, de vraiment aller chercher, de se libérer, de se dire, oh non, je vais trop vite passer. Allez, quoi, vas-y. Et je crois que tu as une question par rapport aux Africains, par rapport à ça, à l'avantage. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est une très bonne transition d'ailleurs, tu vois. Donc, pour rebondir sur cette question-là, est-ce que finalement, les personnes vivant à 2000 mètres d'altitude en moyenne sont pas finalement avantagées et naturellement dopées pour faire des sports d'endurance? On peut prendre les exemples des marathoniens, hein, voilà, des Éthiopiens, des Kenyans, etc., quoi. Le seul avantage qu'on ait vu chez les Africains dans la littérature, c'est que la longueur des segments, en fait, c'est les aspects biomécaniques. Ils ont une foulée plus économique parce qu'ils ont des masses musculaires plus proximales. C'est-à-dire, ils ont des mollets fins et des grosses cuisses. Moi, j'ai travaillé avec Isabella, etc. Ils ont des bons cuisseaux. Isabella, elle avait 14% de masse grasse. Elle avait ses règles, normal, tout. Mais surtout, elle était, des grandes jambes. Et puis, chez les Blancs aussi, on a des grandes jambes, hein. On peut avoir des grandes jambes, hein. Lorsque tu parles de mollets fins, ça veut dire que c'est beaucoup plus tendu. Ils ont de plus longs tendons, en fait, c'est ça? Alors, il y a deux aspects, tu as raison. Il y a l'aspect déjà que quand tu as des masses en distale ou en proximale, le centre de masse, si tu dois faire le travail, le coût énergétique, il y a un aspect il est dû au déplacement du centre de masse. Un peu quand tu pistonnes, tu as beaucoup d'énergie qui part vers le haut. Donc, il faut avoir une résistance des forces vers l'avant. Donc, là, c'est le premier truc, c'est le déplacement du centre de masse. Donc, en général, il faut rebondir sans trop que le centre de masse fait tout aller vers l'avant. Ouais. Et puis, le deuxième facteur, c'est ce que tu dis, l'élasticité, là qui est dû au tendon. Avoir des tendons suffisamment longs pour rebondir. Pour revenir aux gens qui s'entraînent en altitude, effectivement, chez les Africains, on a trouvé les grandes jambes, la masse musculaire plutôt vers le centre de masse, un peu comme quand tu portes un caddie, vaut mieux le mettre près du centre de masse que d'avoir au bout de bras. Bien c'est sûr. Exactement ça, les muscles qui sont pas au bout des pieds, quoi. Et surtout, moi, ce que je suis d'or, c'est que l'entraînement, il peut tout à fait améliorer le coût énergétique en travaillant sur la biomécanique. On est d'accord. Pourquoi ils sont avantagés, les gars? Parce qu'ils courent, c'est ce que je disais, sur des hauts plateaux. Donc, ils peuvent courir vite. Ils ont un mode de vie très sobre. Voilà, aussi ça, quand tu es en altitude, quand tu es dans le Vercors, tranquille, t'as pas de pollution, tu es sur les plateaux, que ce soit à 1000, 2000. De toute façon, là, on a trouvé qu'effectivement, l'altitude, j'en reviens au centre d'entraînement à 1800 mètres, c'est insuffisant. Pour qu'il y ait vraiment des adaptations marquantes, il faut dépasser les 2500 mètres. D'entraînement, au niveau d'entraînement. Et encore, c'est un peu léger. Donc, non, ils sont pas avantagés, si ce n'est qu'ils ont pris des habitudes de vie. Courir, c'est dans leur habitude de vie. C'est aussi une façon de vivre. Intégrer la course dans la vie de tous les jours. Le truc de demain, ce sera d'aller au boulot en courant, tu vois. Tu parlais tout à l'heure des protocoles d'entraînement, vivre en haut, s'entraîner en bas, des protocoles qui sont plus ou moins à la mode. Donc, si finalement on rejoint les réponses que tu as faites précédemment, ceux qui ont la chance de pouvoir les faire, allez, on se dit, j'habite à côté d'un relief montagneux, je sais que je peux aller m'entraîner en haut, m'entraîner et dormir en haut, m'entraîner plus bas. Ouais, dormir haut et m'entraîner plus bas. C'est pas sûr que tu dormes bien. Ça te bouscule ton mode de vie, c'est compliqué. Moi, je dis, on n'a déjà pas beaucoup de temps pour dormir. On n'a rien le temps de faire. Il faut simplifier la vie au maximum. Alors, on se dit, je vais dormir en haut, dormir. Déjà, ça bouscule tes habitudes. Tu vois plus tes potes. Et c'est un autocentrage. Après, il faut arrêter, quoi. L'entraînement. Il faut que ça reste du plaisir et que ça reste quand même accessible. L'entraînement, la sensation, ne pas toujours être dans les métriques, dire, là, je dois faire 4 fois 1000 en 3,30, je dois aller m'entraîner en haut. On va arrêter, quoi, les gars. C'est naturel, réfléchi, quoi. C'est qu'on a adopté des bonnes habitudes. Il faut s'écouter, voilà. Et ce soit du plus. Tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, tu as conduit des travaux, tu le disais tout à l'heure, et même dans la vidéo qu'on a faite précédemment, tu as conduit des travaux en altitude sur le massif du Mont Blanc. Tu étais avec des personnalités, pas citer leur nom. Il y en a qui faisaient genre, je ventile pas, mais parce qu'ils étaient en fait au bout de leur vie. Mais à quoi consistaient en fait ces travaux quand tu y étais? Très simple. Ouais, très simple. La question, c'était une dizaine d'années. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur TV8 Mont Blanc. Ne vous affolez pas, j'étais très maigre, j'étais au bout de ma vie. C'était la manip de tous les risques. Alors, je vous la fais courte. Le maire de Saint-Gervais en avait marre des rotations d'hélicoptères, parce qu'il y a 20 000 personnes qui montent au sommet du Mont Blanc. Et il y en a la moitié qui ont du mal à descendre. Parce que le problème, c'est la descente. Donc, il me dit, j'en ai marre, il faudrait faire une application pour que les gens se testent et qu'on puisse savoir
leur dire s'ils sont aptes ou pas à monter. Donc déjà, pour dire ça, il fallait bien mesurer des exigences. Moi, je dis, bon, ok, mais je vais pas faire de la théorie. Ça, c'est comme mon centenaire, dire qu'après 100 ans, on peut plus progresser. Même la littérature, c'était après 80 ans. Je dis non, il faut les voir. Voilà. Ça, c'est le travail d'un physiologiste de terrain. C'est notre travail à nous. Donc, j'ai dit, bon, ok, bon, je vais monter une expé. Alors, j'étais allé recruter des salanchards, des gens de Salange, des coureurs à pied, qui rêvaient de voir le Mont Blanc. Ils voyaient le Mont Blanc tous les jours, mais ils n'avaient pas d'argent pour se le payer. Et puis, des summiteurs de l'Everest, des alpinistes aguerris. Mais je les avais appariés en VO2 max. C'est-à-dire, ils avaient hommes et femmes, le même VO2 max, même âge. Sauf qu'il y en a qui avaient l'habitude de marcher en montagne et pas d'autres. Et donc, je voulais caractériser la difficulté physiologique, les exigences physiologiques de l'ascension du Mont Blanc pour ces deux types de populations, pour pouvoir répondre au maire de Saint-Gervais. Imaginez donc j'ai 8 analyseurs d'oxygène, j'en avais 8 à 4 à l'époque. Mon saturomètre que je me fais sponsoriser par une marque de téléphone je mets au point le nonin connecté au téléphone, on mesurait le volume d'éjection systolique, la totale. Et donc, tout simplement, c'était pour vérifier les exigences, pour savoir, quand on attend le profil énergétique qu'il fallait avoir pour prétendre monter au Mont Blanc de façon confortable, et avec un mode d'emploi, dire, bon, là, tu as tel profil, il faut que tu t'arrêtes là, que tu boives tant, une sorte de roadmap physiologique. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Tout ça, pourquoi? Déjà, la publication est dans Biotraining, Mont Blanc, et tous les résultats. Eh bien, j'ai mis en évidence, ça va vous faire plaisir, que l'être humain, quand il monte en altitude, la vitesse ascensionnelle, c'est juste magique. Elle se réduit de façon proportionnelle à la baisse d'oxygène, à la PiO2. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont toujours restés à 75% de VO2 max, comme par magie. On est calé à 75%. Donc, endurant, bien réglé, quoi. Mais la vitesse ascensionnelle, elle est passée de, 600 mètres heure à, ils n'étaient pas chargés, à 150 mètres heure à l'arrivée du Mont Blanc. Donc, mais toujours 75% de VO2 max. Chez les summiteurs, les alpinistes aguerris et les non-alpinistes. On va enchaîner sur la dernière question qui me concerne un peu plus particulièrement dans l'entraînement que j'ai suivi. Lors de mon dernier jour à Chamonix, quand je me suis entraîné là, pour la reconnaissance, etc., c'était quand même un séjour qui était assez difficile, où j'ai un petit peu morflé, surtout sur le 3e jour, où je me suis dit, tiens, je sais pas si je vais pouvoir finir. 4e jour, je me lève, j'étais, on va dire, ni en méforme, ni en grande forme. Et j'ai décidé de faire des exercices de respiration. Donc, pendant près d'1 heure avant d'aller courir, j'ai fait des grandes inspirations. Je cherchais, en fait, si tu veux, le bien-être. J'hyperventilais pas comme un fou non plus pour pas faire un malaise. Et j'ai fait ça pendant 1 heure. Ensuite, je me suis préparé. J'ai fait ma séance. Et elle s'est super bien passée. J'avais vraiment de très, très bonnes jambes. Alors, est-ce que c'est lié? Est-ce que vraiment mon hyperventilation précédente pendant à peu près 1 heure, ça m'a aidé? Est-ce que c'est psychologique? Ou alors c'est tout simplement parce que je commençais à m'adapter à l'altitude et Oui, alors déjà, quand on arrive en altitude, il y a ce qu'on appelle la crise urinaire des 48 heures. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand on arrive en altitude, bon, il faut que ce soit au moins à 2000 mètres, on a une hyperventilation réflexe qui fait qu'on va rejeter beaucoup de CO2. Et donc, on va avoir un milieu intérieur basique. Donc, on va devoir rejeter des H+ dans l'urine pour rééquilibrer le pH sanguin. Et du coup, on se déshydrate. On urine énormément et il faut beaucoup, beaucoup boire. Donc déjà, tu as passé, ça peut être 2 jours ou 3 jours. Donc, à mon avis, tu étais dans cette phase-là. De même que quand on revient d'un stage en altitude, il faut attendre, j'ai la littérature, le 11e jour. Faut pas, la mauvaise fenêtre, c'est de faire une perf entre 6 et 9e jour. Mais ça se tenir. Parce que là, on a des enzymes qui s'appellent 2,2,3-DPG qui remontent bien. Il faut attendre un petit moment pour pouvoir, c'est des enzymes qui favorisent le relargage de l'oxygène depuis l'hémoglobine. Quand on revient, il faut attendre 11 jours. Et quand on arrive, il faut attendre 3 jours. Donc, tu étais dans cette phase-là. Après, ça n'empêche pas d'avoir aussi une autre raison. Moi, par exemple, tu vois, je me suis cassé le bras, etc. Je suis en train d'être rééduquée à l'hôpital à respirer pour éviter d'avoir la douleur à la capsule. On me rééduque à respirer. J'ai réappris à ventiler. Et donc, j'ai découvert cette respiration yoga, la respiration thoracique, abdominale thoracique, la respiration pilates, la respiration yoga. Donc, je fais ces exercices avant de faire l'elliptique. Et exactement, parce que du coup, tu m'as parlé de ça. Du coup, moi, ce matin, j'y vais tous les matins en hôpital de jour à Saint-Maurice, que je salue, c'est des gens exceptionnels. Eh bien, j'ai expérimenté ça parce que tu m'en as parlé et j'ai fait ma séance encore plus que d'habitude. Et je confirme que effectivement, ça t'ouvre la cage, t'es bien positionné, t'ouvres la cage et surtout en altitude, comme je l'ai dit,
quand j'ai monté au Mont Blanc avec les vedettes, que je voyais sur mon saturomètre que la SAO2 diminuait, je leur disais ventile, ça remontait tout de suite. Il faut y penser. Donc, tu as fait un travail mental de sensations préliminaires que tu as cherché ensuite à reproduire dans ton effort. Certainement, ce schéma moteur, tu te les reproduis, comme moi j'ai fait ce matin sur mon elliptique, bien placé, ventilation, ouvre la cage, etc. Donc, finalement, tu vois, tu as appris ça. La philosophie aussi, c'est que dans la vie, je me suis pété les bras et tout ça en courant. Dans la vie, quand vous allez être pétés, là, on est tous pétés dans la vie en courant, etc. Eh bien, il y a toujours il y a des bonnes choses à prendre. Donc, dans la rééducation, c'est l'occasion de tester des trucs, la méthode de Casquet, Bernadette de Casquet, la méthode Pilates ou l'hypnose. Enfin, il y a des choses à Pourquoi découvrir. pas. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Je suis totalement d'accord. Ce que tu as fait, toi, c'est ça, en fait. Tu t'es mis dans une situation de schéma moteur. Bon, ben, j'essaierai de reproduire dans tous les cas pour voir Ouais. si ça peut se répéter. Et puis, c'est bien que tu confirmes. En tout Merci, cas, écoute. franchement, c'était super riche de toutes ces réponses, tout ce que tu nous as apporté une fois de plus. Je te remercie. On se refera sûrement d'autres sujets comme ça, super intéressants, des sujets récurrents, des questions qu'on me pose. Quoi de mieux que des réponses voilà, d'une physiologiste de renom. Ouais, Véronique, je te remercie encore une fois. Très très sympa de m'avoir accordé de ton temps. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller suivre les vidéos de Véronique sur BIA Training. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne aussi, n'hésitez pas pour être tenu informé des prochains posts. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!